Alors, ingénieur, un DEA de mathématiques, et tu vas rentrer à 26 ans dans une boîte, et tu vas passer ta vie là-dedans, quoi. Ouais. T'es un peu le Michelin des logiciels, toi. Alors écoute, je ne sais pas si je suis le Michelin du logiciel, mais j'ai fait qu'une entreprise dans ma vie. Par contre, elle m'a tout donné. Elle m'a tout donné parce que je l'ai connue TPE, on l'a passé PME, on l'a passé ETI, et puis je l'ai cédé à un grand groupe. Voilà. Alors, métier, quel est le métier? D'abord le nom, et ensuite le métier. Alors le nom est compliqué, mais ça c'est une histoire de fusion de deux entreprises. Ça s'appelle IGE-XAO. IGE-XAO. Et donc, tu as un actionnaire chinois important sur le... Non, pas du tout, pas du tout. Non. C'était actionnaire toulousain, mais par contre, c'est bien que tu dises ça parce que on a fait coter la bourse, l'entreprise en bourse en 1997. J'étais le plus jeune président de société cotée à l'époque. J'avais 35 ans. Et pour la petite histoire, on a fêté les 20 ans de cotation. Et vous savez ce qu'on m'a offert pour les 20 ans de cotation? Une cloche. Donc c'était un peu particulier quand on te file une cloche comme ça, mais voilà. Bon, il y a quand même une nostalgie, quoi. Tout à l'heure, on a une très jolie conférence parrainée par nos amis du groupe Atlantique on a parlé notamment des fonds d'investissement. Ouais. Parfois, on oppose introduction en bourse, fonds d'investissement. Pour toi, c'est quoi avec ta vision des PME, des ETI? Je vais me fâcher? Non. Moi, j'ai toujours dit la chose suivante, je préfère 10 000 investisseurs que 2. Voilà. Donc c'est purement la façon de travailler. J'aime bien diluer ce genre, je ne sais pas si c'est du risque ou pas, mais c'est vrai que j'étais plus à l'aise avec des milliers d'investisseurs plutôt qu'avec un seul ou deux. Voilà. Alors c'était ma vision. Et la deuxième chose que j'ai appréciée avec la bourse, c'est que ça m'a appris à communiquer. Ça m'a appris à gérer, ça m'a appris à communiquer, ça m'a appris à prévoir, parce que vous savez que la sanction est immédiate. Vous gourrez dans les prévisions, vous vous faites ramasser très rapidement. Et dans la bourse, si vous voulez se faire ramasser, ça peut durer très longtemps. Oui, il y a des gourous comme Pascal Chevalier là-bas, lui, voilà, dès qu'il va en bourse, hop, ça explose. Alors, 22 pays, une présence dans 22 pays, mon cher Alain, donc sous forme de distribution de filiales. Alors non, moi alors, on fait du logiciel, je ne t'ai pas dit ce qu'on faisait, on fait du logiciel dans le domaine du câblage électrique. Voilà, ça veut dire que nous, on fait de la conception assistée par ordinateur, du PLM chez Muriel, donc qui permet de concevoir la partie électrique des installations, que ce soit des bâtiments, que ce soit des usines, que ce soit des avions, des voitures, etc. Et ça, on a plus de 100 000 clients dans le monde. Alors 2018, donc tu vends le groupe à Schneider. À quel moment on sait qu'il faut vendre? Alors écoute, moi j'avais... alors je ne vends pas, c'est une OPA amicale, hein, puisque j'avais accepté l'OPA. Ouais, t'as pris un peu de sous quand même, non? Oui, j'ai pris des sous, oui. Ah oui, bien sûr. Oui. Et non, mais c'était pas ce qui me chagrinait, ça n'a pas été l'objet de ma décision. J'avais 55 ans, mes enfants étaient... Bon, j'avais que 15% du capital, et mes enfants étaient dans l'impossibilité, et puis la capi était trop haute. J'avais l'impossibilité, si vous voulez, de faire un effet de levier. Autrement, ça aurait ruiné l'entreprise, c'était compliqué. Et donc là, j'ai refait peut-être un flashback de ma vie. Voilà, il faut que vous compreniez la chose suivante. Moi, j'ai de la chance. J'ai de la chance, je suis né au Panier à Marseille, petit-fils de pêcheur sur le port de Marseille. J'ai pu faire une école d'ingénieur, j'ai pu faire un DEA, j'ai fait autre chose après. J'ai pu entreprendre. Et surtout, j'ai eu de la chance parce qu'à 17 ans, j'ai eu une fracture de la colonne vertébrale et j'ai pu marcher. Voilà. Et donc, dans mon parcours professionnel, ce qui s'est passé, c'est que, au fond, qu'est-ce qu'on fait, nous? On est des patrons, des dirigeants, mais il y a des équipes. Et donc, j'avais mes 500 ou 600 personnes qui étaient avec moi, 55 ans, avec un peu de spéculation quand même sur les fonds qui étaient actionnaires. Je me suis dit, il faut que tu adosses cette boîte. Voilà. Et j'ai trouvé une entreprise qui s'appelle Schneider, par hasard, qui était un client. Et j'ai trouvé que cette entreprise avait des valeurs. Et je n'ai pas joué la spéculation, j'aurais pu gagner un peu plus, etc. Mais on a topé et je ne me suis pas posé la question. C'est-à-dire que oui, j'ai réfléchi deux nuits, et je lui ai dit, voilà, c'est l'entreprise, je vais l'adosser, je peux gagner un peu plus. Quoi. On va bosser ensemble. Et je suis très heureux aujourd'hui parce que je suis toujours un peu Schneider électrique, puisque je les accompagne à temps très partiel. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne me suis pas trompé. Mes collaboratrices et collaborateurs sont contents et heureux. Et si vous voulez, je n'aurais pas pu me regarder en face si j'avais eu des collaboratrices et collaborateurs malheureux après ton départ. Et moi, avec des grosses poches bien remplies, donc ça aurait été un peu gênant. Et alors, l'intégration s'est bien passée parce que ce n'est pas toujours le cas quand tu as des mastodontes qui rachètent. Parfois, l'agilité se perd, pour être poli. Alors, si tu veux, l'intégration s'est plutôt bien passée parce que, globalement, 6 mois après, alors que je croyais, franchement, je me suis dit, je vais te faire virer. C'est-à-dire, tu as vendu toutes tes parts, parce que c'est ça l'idée. Tu es un entrepreneur, tu arrives dans une... Et puis jusqu'au jour où j'ai rencontré le président de Schneider, Jean-Pascal Tricoire, qui est un gars extraordinaire, vous le connaissez sans doute. Et puis on était dans une réunion tous les deux, on me disait, mais comment tu fais toi pour
quand tu fais 25% de R&D dans ta boîte, et à la fin, un peu odieusement, tu gagnes, tu es à 30-35% de marge avant impôt. Et regarde moi ce que je fais. Et puis j'ai dit, écoute, j'avais dit une chose comme ça, j'ai dit, tu pourrais mettre le double d'argent, si tu veux, ça ne marcherait pas mieux. Voilà, je voulais simplement dire que derrière tout ça, il y avait une notion d'entrepreneuriat. C'est pas parce qu'on a un budget qu'on a tout dépensé, etc. Et ça s'est perpétué au sein du groupe. Et non, c'est qu'il m'a appelé le week-end, il m'a dit, tu vois, la boîte dont on parlait, tu vas la récupérer. Donc voilà, j'ai récupéré pas mal d'autres activités chez Schneider et j'en suis très heureux. Alors, 2011, donc tu deviens président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, Haute-Garonne. Je suis désolé, mais ça sert à quoi une chambre de commerce ? Alors après, je te dirai dans quel cas. Alors, les chambres de commerce, ça sert à quoi ? Ça, vous voyez, c'est mon mal au bide, quoi. Je ne supporte pas cette question. Alors, les chambres de commerce, ça sert à représenter les entreprises. Ça veut dire quoi représenter ? Ce n'est pas un syndicat. Tu me poseras peut-être la question. C'est faire descendre au plus près des entreprises les politiques publiques. Et la deuxième chose, c'est de remonter les feedbacks à l'État sur les plans de relance, les plans d'urgence, etc. Et notamment dans l'aéronautique, Didier le sait, on a co-écrit avec l'État ces plans-là parce qu'on était au plus près des territoires. Deuxièmement, ça sert à accompagner les PME-PMI. Notre core business, c'est les PME-PMI, un peu les ETI. Et sachez qu'on accompagne sur tout le cycle de vie de l'entreprise, de la création jusqu'à la transmission. On accompagne les entreprises. Et globalement, on a accompagné en 2021 330 000 porteurs de projets et 450 000 entreprises. La troisième fonction des chambres de commerce, c'est de faire de la formation. Et Muriel le sait bien. On est les premiers formateurs après l'éducation nationale. On forme chaque année 400 000 personnes. Oui. On a plus de 110 CFA, 150 organismes de formation continue, nos grandes écoles d'ingénieurs et bien sûr nos écoles de commerce. Et le dernier sujet, c'est la gestion des infrastructures. On gère des ports ou co-gère des ports, des aéroports, des cités d'entreprise, des parcs des expositions et on gère 500 infrastructures aujourd'hui. Voilà. Donc c'est quoi les chambres de commerce ? C'est un établissement public. C'est 14 000 personnes, nous avons 14 000 collaborateurs. Salariés sur toute chambre de commerce confondue. Oui, et 4 400 élus au service des entreprises. Et c'est un service public à l'entreprise. Ça veut dire qu'on a un ticket modérateur où on ne paye pas ce service-là. Alain, donc ensuite, tu deviens président de la chambre de commerce de la région Occitanie. Et depuis 2022, tu es le patron des patrons des chambres de commerce, donc des 122 chambres de commerce. Donc, question de Muriel Pénicaud. Sur 122 présidents de chambres de commerce, combien sont des présidentes ? Alors, il y en a à peu près 20. Voilà, 20 présidentes, c'est peu. Et voilà. Et donc, on n'a pas réussi, je dis franchement, pour l'instant, on n'a pas réussi à faire mieux. Voilà, j'ai participé, on a doublé. Hein, il y en avait 10, c'est 20. Et par contre, l'engagement que j'ai, c'est qu'il y en ait beaucoup plus, parce qu'il faut qu'elles viennent à nous, on va les chercher. On n'a pas été très convaincants. Et par contre, ce que je peux dire, Muriel, c'est que, alors 20 sur 122, c'est pas beaucoup. Par contre, en termes de directrice générale et direction générale, c'est plus élevé. Et à mon bureau, pour cette représentation, j'ai globalement à peu près doublé la représentation au bureau des femmes, notamment dans mon bureau rapproché. Alors, voilà. On salue d'ailleurs par exemple Léa Lassara, qui était présidente de la chambre de commerce de Normandie et du Havre. Comment tu te comportes par rapport au MEDEF ou au CPME ? Parce que toi, tu parles au nom des entreprises aussi. T'es copain avec Geoffroy et François ou vous détestez ? Alors moi, j'ai un vrai deal avec eux. Alors, on n'a pas toujours eu un vrai deal. Parce que je crois qu'on s'est marché un petit peu sur les pattes à un certain moment. Ce qui est clair, c'est que les chambres de commerce ne font pas des négociations sociales. Alors de temps en temps, on s'est inventé des missions comme ça. Ce n'est pas le job. Nous, on est dans l'accompagnement des entreprises. Par contre, on a la même finalité. Ça veut dire qu'on se bat tous, chacun dans nos champs de compétences, pour faire avancer nos entreprises, pour faire avancer notre économie, pour faire avancer la France. C'est ça le job que nous avons. Alors de temps en temps, Geoffroy ou Asselin peut m'appeler pour me dire « donne-nous un coup de main là-dessus pour faire passer au gouvernement ». Et puis les messages au gouvernement, et puis la réciproque est vraie. Mais on est vraiment extrêmement bien alignés aujourd'hui. Alors est-ce qu'un président de chambre de commerce pratique la politique ? Tu fais de la politique ou pas ? Non. Alors il y en a, c'est une erreur. Parce que globalement, on est un service public sous tutelle de l'État. Voilà. Après, on travaille avec les régions et les collectivités. On ne travaille pas on ne peut pas faire concurrence. Parmi les problématiques entrepreneuriales en ce moment, il y a la notion d'énergie. Oui. Voilà, nous, on a décidé d'ici de ne pas chauffer, mais c'est uniquement en utilisant des bons vins, ça chauffe l'ambiance. Donc ça, c'est quoi l'impact sur les PME, sur les ETI que tu connais très bien et que tu fréquentes, Alain, au quotidien ? Alors, il faut bien comprendre la chose suivante. Il y a deux éléments. Il y a un élément qui est très court terme, d'ici la fin de l'année.
c'est on ne peut pas avoir de coupure d'énergie. Je vais simplement vous expliquer la chose suivante, vous le savez toutes et tous, mais la période des fêtes et le 4e trimestre, c'est une période de forte saisonnalité pour les entreprises. On n'aura pas de coupure d'énergie, j'y crois pas, on est à fond dans la sobriété, parce que malheureusement, là-dessus, on commence à avoir un peu de downsizing dans nos entreprises, et je crois que la croissance ne sera pas tout à fait celle qu'on attend. Après, plus loin, pour l'année prochaine, 2023, soit on arrive à faire baisser le prix de l'énergie, soit on va tuer 25% des entreprises. Et chaque fois que je parle à des décideurs politiques, je pose la question, est-ce que vous avez compris le sens de l'urgence? Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, dans le meilleur des cas, et des gens se couvrent, ce qui est terrible, on imagine x4. À x4, vous avez 25% des entreprises qui ne passent pas. Alors, je vais vous dire, hein, on va vraiment baisser la consommation d'énergie, parce qu'on va perdre 25% des entreprises. Alors je sais, parce que j'étais avec le président de la République il n'y a pas longtemps, on négocie de déconnecter le prix de l'électricité et du gaz, c'est une catastrophe, quoi. Vous imaginez, on valorise le dernier mégawattheure produit, c'est le prix de l'énergie de l'électricité. Alors qu'on est quand même dans un pays où le gaz ne fait pas tout. Je sais qu'il y a des pressions par rapport à ça, par rapport à l'Europe, et on va les gagner, ces pressions. Moi, j'ai confiance. Et puis, je sais aussi que le marché de l'énergie, c'est un marché. On n'a pas l'habitude à ça en France. Notamment les PME, PMI. Un marché, ça veut dire que ça se négocie. Voilà. Alors, ce qu'on conseille à nos entreprises, s'il y a des PME ici dans la salle, surtout, je vous le dis, désolé pour ceux qui vendent de l'énergie, ne renouvelez pas vos contrats, ça va baisser. Voilà. Attendez le mois de novembre. Tout le gouvernement est avec nous là-dessus pour faire baisser ce prix de l'énergie, parce qu'on ne peut pas aller au tapis, c'est interdit. Alain, alors hors cas particulier évidemment, hein, où il faut les traiter séparément, quel est le bon âge pour partir à la retraite? Et tu as droit à une réponse. Non, mais c'est pas ça. Muriel était sympa, on a dit 3, mais toi c'est une. Non, mais je dis qu'aujourd'hui, je ne connais pas l'âge. Bien sûr, il y a la pénibilité, je suis d'accord avec Muriel, mais je sais que l'âge, ce n'est pas le nôtre. Je sais qu'il faut admettre que, quelque part, vous le savez, on a un vieillissement de la population qui existe, on vieillit mieux. Moi, je vois par rapport à ma mère, à mon père, à mes grands-parents, on a une durée de vie qui n'est pas la même. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut accepter, et notre pays en a besoin, de reculer l'âge de la retraite. Alors bien sûr, il y a les cas particuliers, on les traitera, mais globalement, alors c'est 2-3 ans de plus, il faut le faire en plusieurs fois sans doute, mais c'est vers là qu'il faut aller. Regardez ce qui se passe ailleurs dans le monde. Alain, qu'est-ce qu'il faut faire pour motiver un patron d'entreprise pour embaucher un vieux comme moi de 56 ans? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Écoute, je ne sais pas ce qu'il faut leur dire, mais en tout cas, moi, je vois de mon côté... Alors, je vois différents types d'entreprises. J'ai vu la vague de jeunisme. La vague de jeunisme, je l'ai vue. Vous savez, c'est quand on a 45 ans ou 50 ans, quand on n'est pas dans la bonne courbe, on dit, bon, celui-là, c'est fini. D'accord? Et puis, je vois la pénurie d'emploi aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai travaillé à la ministre du Travail, qui est aujourd'hui première ministre là-dessus. Et là, aujourd'hui, je peux vous dire que les entrepreneurs comme moi, on embauche tout le monde. Voilà. Et aujourd'hui, il y a deux types de personnes de 55 ans, de 60 ans comme toi ou comme nous. Il y a des gens qui ont envie de s'arrêter et il y a des gens qui ont envie de continuer. Surtout, n'enlevez pas la vie aux gens. On a envie de continuer à bosser, il faut nous laisser bosser. Et je crois que le regard des entreprises sur les plus anciens est un regard bienveillant, sous la pression de l'emploi, sous la pression du besoin, et parce que globalement, on commence à regarder ce qui se passe aussi ailleurs. Tu préfères une piste noire à ski ou une ceinture noire au judo? Alors les deux, parce que tu sais que j'étais skieur et judoka, c'est pour ça que tu le dis. Totalement le hasard, voilà. ma question. Et donc, globalement, je ne devais pas faire d'études, j'étais judoka et skieur, et à 17 ans et demi, je me suis fracturé la colonne vertébrale, donc j'ai fait des maths, parce que je savais faire des maths. Alors j'adore les deux, si tu veux. J'adore le judo, parce que je trouve que c'est... Ce contact qu'on a et ce combat est extraordinaire. Il y en a qui savent ce que je dis, c'est qu'on ne s'échappe pas. Voilà. Mais il va gagner, Riner, ou pas? Parce que... Je ne sais pas s'il va gagner. Ah, mais qu'est-ce que tu en penses? C'est jouable? Non, après, le comeback, après, comme ça, c'est très difficile quand on a un peu vieilli. Voilà. Mais il a suffisamment gagné pour être un exemple pour tout le monde. Et le ski, c'est quand même assez extraordinaire. Tu skis où? Tu skis où? Moi, je skie dans les Alpes et je skie dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées, je skie à Péragude. N'hésitez pas à aller à Péragude. C'est très sympa aussi, quoi. C'est familial voilà. Aussi. Et alors, ton meilleur souvenir de dégustation de vin? Alors, comme toi, moi, vous avez compris, je suis issu d'une famille assez modeste. Et puis, mon papa, quand il avait quelque chose à fêter, quand il avait quelque chose de bien à fêter, on buvait un gigondas. Je n'ai pas fini. Et quand il avait un super truc à fêter, c'était le Châteauneuf du Pape. Alors voilà,
mon vin d'amour, c'est le Châteauneuf du Pape. Et c'est quand on était petit, là, et qu'il ouvrait cette bouteille, je disais, waouh, il y a quelque chose de super qui se passe dans la famille. Est-ce que tu as une adresse d'un restaurant, The Restaurant, à nous conseiller à Toulouse? Attention. Oui, le Jardin de l'Opéra, bien sûr. Oui. Voilà, n'hésitez pas. On y fait du wine and business aussi. Depuis et le 12 ans. chef est Ouais. extraordinaire. Et si vraiment vous avez de la chance, vous mangez dans la cuisine, vous allez voir, vous allez vous régaler. Muriel, une question à Alain. Bon, vous connaissez bien, on va le dire. Hein. Oui, oui, on a fait des belles choses ensemble, notamment pour les jeunes et pour les entreprises. Moi, j'ai une question, c'est l'ensemble des chambres de commerce, c'est quand même une grosse machine qui a des tas d'atouts dans le service au quotidien, qui n'est pas réputée pour son agilité de transformation. Donc toi, dans ton mandat de président, si tu as une baguette magique, c'est quoi la chose que tu voudrais changer? Écoute, moi j'ai la chance parce que j'ai 50% de taux de renouvellement des présidents. Voilà. Donc c'était vrai qu'il fallait que ça tourne un peu. Ouais. On était plutôt, pour certains, un peu... On regardait Dictateur, non? Non, on regardait dans le rétroviseur, si tu veux, tu vois. On n'a pas voulu voir le monde. D'ailleurs, l'État nous l'a bien expliqué dans nos dotations. Donc moi simplement, je veux donner de l'envie. Voilà. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est donner de l'envie. Voilà. La deuxième chose que je veux changer, c'est le pilotage par l'impact. Je ne ferai plus jamais une action à partir de 2023 si je n'ai pas des indicateurs d'impact. Pourquoi? Pour ne pas avoir ta question. À quoi sert une chambre de commerce? Et je vais donner simplement, tu permets, quelque chose par rapport au ministère du Travail. La loi sur l'immersion professionnelle que tu connais bien, j'ai travaillé avec la Première ministre qui était ministre du Travail, et ensemble on a dit qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Il y a des métiers sous tension, et puis de l'autre côté il y a des chômeurs longue durée. On a fait un phoning sur 50 000 entreprises. 10 000 entreprises ont dit je veux recevoir un chômeur longue durée. Un chômeur longue durée, ça coûte à peu près 50 000 euros par an. En un seul coup, une seule opération, ça fait 500 millions d'euros. Ça, c'est de l'impact. Et c'est comme ça que je veux piloter la chambre de commerce. Pas une seule opération sans mesure d'impact sur le territoire et pour l'économie. Dernière question, Jacques. Je crois qu'on l'a évoqué tout à l'heure quand on bavardait, mais j'ai une vision un tout petit peu plus archaïque des chambres de commerce. Je te remercie. Elle date d'assez longtemps, quand j'étais jeune fonctionnaire et que j'habitais en Lorraine. Si elles sont si utiles, pourquoi ne pas mettre les cotisations facultatives? Ce sera un impôt facultatif et non pas un impôt obligatoire. Écoute, tu sais, c'est une... Premièrement, moi, je dis que là-dessus, pour faire de tels changements, je crois qu'il faut un peu de temps. Et simplement, quand tu regardes ce qui se passe, si je ne me trompe pas, en Belgique, c'est comme ça que ça se passe. Ou au Luxembourg, c'est comme ça que ça se passe. Et tout le monde cotise. Alors simplement, je vais te dire une chose. Pourquoi je suis dans les chambres de commerce? Au fond, pourquoi un mec... Pourquoi tu t'engages depuis longtemps? Parce que tu vois, dans la chance que j'ai eue, j'ai oublié de citer les chambres de commerce et CCI, je ne sais pas à quoi ça servait. Mais si j'ai pu faire de l'international et me développer dans 22 pays dans le monde, si j'ai pu faire de l'innovation à un moment donné, c'est parce que j'ai eu une bonne fée qui s'est penchée sur mon berceau, ça s'appelait les chambres de commerce. Et je rendrai toujours reconnaissant, je serai toujours reconnaissant vis-à-vis des chambres de commerce. Voilà, on accompagne près de 800 000 entreprises par an. Et simplement ce que je veux dire, pour vous parler du retour sur investissement pour l'État, le budget des chambres de commerce au total, c'est 2,5 milliards d'euros. Ce que donne l'État, c'est 500 millions d'euros. Vous trouverez beaucoup de machines comme ça, assez étatiques, où quand vous mettez 1 euro, ça renvoie 5 euros sur le territoire, je ne sais pas. Donc, je suis pour ce que tu dis, il faut nous laisser un peu de temps, mais on trouvera un business model. Et pour terminer, Alain, tu es également président au niveau européen des chambres de commerce. Il y a combien de chambres de commerce? Non, je ne suis pas président européen, je suis dans la gouvernance, si tu veux. Laisse-moi faire mon mandat. Je suis dans la gouvernance donc, des chambres de commerce françaises à l'étranger, les CCI françaises à l'étranger. Il y en a dans 140 pays. Et je suis aussi membre donc de European Chamber of Commerce. Et là, ce sont les chambres de commerce étrangères. Et je suis au board de ces chambres de commerce. Voilà. Bon, il devait être très bien. Il est formidable. Bravo, Alain. Félicitations. Merci. Chaleureusement. Bravo.